Covid-19 et incidence sur l'année académique en cours. Voilà la question à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Bienvenue dans Stop Covid-19, Madame, Messieurs. Mon invité s'appelle André Kaoubou, c'est le président de l'Association des étudiants congolais unis. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame. Qu'est-ce que c'est que cette association? En quoi est-elle différente des associations qui existent? Bien, l'Association étudiants congolais unis est une association qui œuvre dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a vu jour le 28 juin 2019, du constat selon lequel il y a une dévalorisation systématique des étudiants dans notre pays, d'aucuns ne l'ignorent. Il y a la prolifération des antivaleurs en milieu académique, il y a la violation des droits des étudiants, il y a certains camarades étudiants qui font montre d'une certaine paresse, négligence, en peut tendre à une certaine inconscience face aux études même, face à l'avenir de notre pays. Il y a cette passivité de la catégorie étudiant dans la société congolaise, alors qu'ils sont appelés à être futurs cadres, élites intellectuelles pour la RDC. Après avoir constaté ça, on s'est dit, il faut qu'on agisse pour réveiller la conscience, pour ramener les étudiants sur la bonne voie, mais aussi agir pour la promotion de l'enseignement supérieur en RDC. C'est pourquoi nous avions mis en place cet aspect qui a pour mission de valoriser les étudiants et défendre leurs droits. Notre mission, c'est de devoir unir les étudiants et faire d'eux une force vive et positive, parce que il faut rappeler que les étudiants sont mal perçus, généralement, comme les gens qui aiment le désordre. La société n'a pas confiance en ces étudiants. Nous avons pour vision d'essayer d'unir cette grande masse d'étudiants autour des idéaux et valeurs qui peuvent construire dans l'avenir notre pays. Et nous avons pour objectif majeur, notamment, de plaider pour l'amélioration des conditions d'études, de plaider pour la réforme du système éducatif, de conscientiser les étudiants, de lutter contre les antivaleurs en milieu académique, d'amener les étudiants à l'esprit de la lecture, de la recherche, de la compétitivité, à un esprit élitiste, mais également amener les étudiants à être acteurs du développement, sentinelles de la bonne gouvernance. On peut connaître les grandes lignes de votre évaluation. Bien. L'aspect des étudiants congolais unis, comme je viens brièvement de la présenter, a mis en place quelques structures qui sont comme des services qui permettent de réaliser ces objectifs. Parce que c'est une chose d'avoir des objectifs, c'est une autre que de les réaliser. Alors pour réaliser certains objectifs, nous avons créé des structures agissant exactement sur la question. Alors c'est ainsi qu'on avait créé dans l'ASBEL, la plateforme Parlement des étudiants congolais, qui est un cadre où nous réunissons les étudiants pour échanger sur les problèmes majeurs qu'ils connaissent dans leurs établissements et sur les questions de société. Et enfin, nous prenons des résolutions qui sortent pour les transmettre aux autorités afin d'attendre une réponse favorable. Au lieu d'aller dans la rue, casser, briser, brûler, on les amène dans un cadre assez responsable pour redorer l'image, comme on l'a dit, valoriser les étudiants congolais. Alors, comme il y a confinement, on ne pouvait pas se réunir à plus de 20, alors qu'il y a plusieurs étudiants. On a juste créé, je crois, 10 groupes WhatsApp. On a réuni environ 2000 étudiants pour discuter sur l'implication des étudiants dans la riposte, mais également sur l'avenir de l'année académique au regard des mesures prises par les chefs de l'État. Parce que juste au début, quand on a annoncé que la RDC était touchée, beaucoup de mesures ont été prises par les chefs de l'État pour faire face à cette pandémie. Et la mesure qui vous concerne directement, c'est la fermeture des universités. On a fermé les universités jusqu'à nouvel ordre. Et comment vous avez évalué cette mesure? Alors, cette mesure est d'abord son pesant d'or. C'est que c'est une mesure qui est importante pour lutter contre la propagation du Covid-19. Je voudrais ici rappeler les camarades étudiants qui s'inquiètent sur cette mesure. Ce n'est pas par plaisir que les autorités ont été amenées à prendre cette mesure. C'est pour garantir la vie des étudiants, pour garantir la santé des étudiants. Alors, en revanche, comme il faut l'accepter dans tous les domaines de la vie, le Covid-19 essaie de toucher et de laisser des empreintes assez négatives. Dans les secteurs de l'échelle, le calendrier académique est en train d'être entamé. Au regard du temps qu'on est en train de passer. Ce qui fait que la conséquence immédiate de cette mesure sur l'année académique,
c'est les bouleversements du calendrier académique. Et jusque-là, les doutes plats, on ne sait pas quand est-ce que le Covid va s'arrêter, jusqu'à quand on va aller, est-ce qu'on peut arriver à une année blanche, est-ce que le calendrier sera changé, comment ça va se faire. C'est autour de ça que nous avons discuté au sein du Parlement des étudiants congolais tenu en ligne. Et dans les échanges, nous avons trouvé 4 grandes résolutions. Vous en arrivez déjà aux résolutions, j'étais à l'évaluation, j'étais aux grandes lignes de l'évaluation. Alors moi, ma préoccupation, c'est de savoir, lorsque vous évaluez l'année académique et tout, est-ce que vous prenez le cas de l'UNIKIN qui est en suspension des cours depuis des mois déjà, vous mettez dans le même sac ou vous le prenez indistinctement? D'abord, de manière générale, on prend les cas globaux, on prend toutes les universités, c'est-à-dire établissements d'enseignement supérieur. Et en Suisse, il va falloir adapter les mesures ou les analyses par rapport au cas. Il y a l'UNIKIN qui est en retard de l'année 2018-2019, aujourd'hui. Il est des facultés non délibérées et des promotions non délibérées. Les professeurs sont en grève. C'est que si le Covid s'arrête, il faut que le professeur lève la grève. Ils ne verront la grève que quand l'aire de Léance sera positivement répandu. Ce qui amène à une spécificité dans le traitement du cas de l'UNIKIN, mais pas seulement l'UNIKIN. Il y a d'autres universités aussi qui connaissent des problèmes spécifiques qu'il va falloir adapter, mais de manière générale, nous avions pour besoin d'égalité, discuter dans l'ensemble, mais chaque établissement essaye de nous donner un avis par rapport à son fonctionnement et par rapport aux réalités. Par exemple, c'est de l'intérieur, ainsi de suite. C'est un peu ça, les constats. C'est un peu ça le constat. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit au finish? On s'est dit d'abord qu'on saluait quand même. On saluait quand même tout ce que l'État congolais est en train de faire. Pourquoi quand même? Pour sauvegarder la vie de sa population. Quand même, parce que nous estimons que l'État pouvait mieux faire et que, au fur et à mesure, il améliorera peut-être. C'est pourquoi on dit quand même, parce que toute personne qui fait bien l'analyse, c'est que la manière dont la riposte a commencé à être menée avait un problème communicationnel. Il y a des mesures intempestives et notamment il y a un problème de faire respecter les mesures prises. Passez à Selimbao pour vous rendre compte que les mesures ne sont pas respectées sous la barbe des agents de l'ordre. Faut-il le fouet pour respecter les mesures? Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des Congolais de comprendre le risque qu'ils courent et de se prévenir? Je pense que vous avez totalement raison. Et c'est ici où il faut appeler la communauté à comprendre que l'équipe technique de la riposte n'est qu'une lumière pour nous. En fait, la riposte, c'est chacun qui doit la faire. C'est que je dois me protéger pour vous protéger. Si chacun ne veut pas se protéger, l'équipe de riposte ne va pas, par une magie extraordinaire, exterminer les coronavirus. Quand on ne respecte pas les mesures sanitaires, les mesures barrières et tout ce que les autorités prennent pour prévenir, c'est à notre péril. Ce n'est pas notre avantage. Et enfin, on ne va pas dire que l'équipe a mal fait de pas bien dirigé, de pas arrêter tôt le coronavirus. C'est que l'équipe vous donne ce qu'il faut en tant que clairvoyant. Voici ce que nous devons faire par rapport à cette étape. Et donc, la population, les étudiants, tout le monde doit se rendre compte que pour que nous soyons efficaces dans la lutte, il faut qu'on s'implique. On s'implique en respectant simplement les mesures prises. Malheureusement, parce que nous sommes dans un État, l'État a le devoir d'édicter les règles et de les faire respecter. L'État ne va pas dire, ok, c'est votre devoir de respecter les mesures pour vous sauver la vie. Quand vous ne respectez pas, je vous laisse faire. C'est là que l'État doit intervenir. Quand l'État voit les marchés Selimbao, le marché Gambela, Upen, Victoire, la vie est normale dans certains milieux, alors que nous sommes en état d'urgence, alors que nous sommes en train de lutter contre le Covid-19. Je pense qu'il faut renforcer l'efficacité des mesures prises. Sinon, on va peut-être vivre les pires, comme les gens le disent. C'est comme ça que vous vous expliquez qu'on soit passé de façon exponentielle à plus de 600 cas? Effectivement, parce que les analystes savent que, parce qu'on ne respecte pas les mesures barrières, la possibilité des contaminations
est évidente. C'est ça la réalité. On a pris les mesures de fermer de frontières, mais par quelle baguette magique on retrouve les cas après plusieurs jours, plus de 14 jours à Lubumbashi et dans d'autres provinces? Comment ça entre? Quelques récalcitrants, ils échappent toujours au contrôle. Échapper au contrôle à la frontière, c'est quand même dommage. Je pense que l'État doit bien tirer ses ficelles. Sinon, on est exposé parce que il était très prudent de mettre en quarantaine Kinshasa et c'était fait le plus tôt. On aurait épargné toutes les provinces. Et c'est ça à quoi nous nous attendions, parce qu'avant qu'on proroge l'état d'urgence, toutes les provinces, quand même, la majeure partie étaient tranquilles, notamment les Haut-Katanga. Mais on ne sait pas par quelle mesure, après 14 jours, on a constaté qu'il n'y avait pas de cas. Magiquement, on a 2 cas, 3 cas, on se dit, ils viennent d'où? C'est que nous appelons donc les autorités publiques de s'armer de beaucoup de courage pour à la fois édicter des règles, faut-il que ces règles aussi soient assez très réfléchies, et que l'État s'engage aussi dans le respect. Parce que quand on ne respecte pas de gré, il faut que l'État pèse par sa puissance publique pour faire respecter. Dans les cas contraires, nous allons beaucoup risquer. Moi, je plaire quand je passe, par exemple, pour venir ici. Quand vous passez, vous regardez, vous dites, mais est-ce que ces gens comprennent qu'il y a le Covid? Est-ce que ces gens comprennent qu'il faut prendre des mesures nécessaires pour l'éviter? Est-ce que l'État congolais voit qu'il y a violation et qu'il faut, en revanche, soit prendre des mesures assez compréhensives pour sauver la population au lieu de la laisser comme ceci? Est-ce que vous vous posez aussi la question, si vous étiez à la place de l'État, est-ce que cette communauté comprend ou la communauté veut simplement mettre des bâtons dans les roues? Parce que l'État agirait comment? Il agirait par des agents de l'ordre, justement. Mais ces gens aussi sont objets de stigmatisation dans certains coins. On ne supporte pas de voir la police, on ne supporte pas de voir des interpellations. Et à la limite, on fraude de lynchage aussi de la part de communautés. Est-ce une bonne solidarité? Moi, j'estime qu'on ne devrait pas d'abord dissocier l'État de sa population. Il faut qu'on ramène les débats plus bas pour que notre communauté nous comprenne. L'État, c'est nous. L'État est composé de nous. Et simplement, les nous, il y a une minorité qui est chargée de coordonner les actions afin de mettre un peu plus de l'ordre. C'est pas nous qui allons interpeller quelqu'un sans masque, c'est pas nous qui allons interpeller les gens lorsqu'ils sont en attroupement. Ça, c'est pas nous, on dit ici. Effectivement, c'est pourquoi je parle de la minorité qui est chargée de veiller à l'intérêt général. Et pour ce faire, nous, on a accordé toute autorité à cette minorité de faire tout ce qui est nécessaire et utile pour l'intérêt général. En ce moment, l'intérêt général, c'est de sauver des vies. En ce moment, l'intérêt général, ce n'est pas avoir plus de morts comme on l'a vu à l'étranger, parce qu'on peut apprendre de leurs leçons pour éviter là où ils en sont arrivés. Mais en revanche, quand cette minorité prend des mesures, du reste quelquefois braves, et que ces mesures sont piétinées, ils ont l'autorité que le nous leur a accordée pour faire respecter les mesures. Mais quand cette violation ne donne plus lieu à quoi que ce soit comme sanction, ce n'est pas très bon. Mais également, c'est une question de conscience collective. C'est ça aussi. Il faut que la communauté comprenne que des mesures prises, ce n'est pas contre eux, c'est pour leur intérêt. En revanche, s'ils ne veulent pas respecter, c'est à leur péril. Il faut que la conscience, il faut qu'on arrive, pour éviter la dictature, arriver à avoir une conscience collective et nationale qui nous amène à poser certains actes justes pour besoin de sauvegarder l'intérêt général, qui démontrent un certain patriotisme. Donc, nous, de notre part, nous saluons les actions de l'État, tant soit peu, et nous invitons la communauté estudiantine, en particulier la communauté congolaise en général, au respect des mesures prises par les autorités, pour également permettre à l'équipe de riposte de pouvoir triompher la pandémie qui est dangereuse. On arrive aux 5 recommandations que vous avez formulées. Bien, après plusieurs échanges, on a constaté que beaucoup d'étudiants s'inquiètent en ce moment de l'avenir de l'année académique. C'est quoi de normal que de s'inquiéter, comme on s'inquiète pour l'économie, on s'inquiète pour les commerces extérieurs, tout ça. Les étudiants s'inquiètent et s'impatientent
de voir les cours reprendre, ainsi de suite. On a d'abord commencé par dire aux étudiants que la mesure est efficace et valait être prise pour lutter contre. Mais parce que nous faisons déjà face à la pandémie, qu'est-ce que les étudiants proposent pour qu'on puisse pallier aux conséquences éventuelles du Covid-19 sur l'année académique? Nous avons eu plusieurs propositions des étudiants, c'était les gens. On a justement synthétisé et fait une correspondance au ministre Lessu en réservant copie au président de la République parce que c'est lui qui a pris la mesure. Alors, dans nos résolutions, la première, nous demandons au ministère de Lessu d'étudier ou de faire une projection sur l'amélioration ou l'aménagement du calendrier académique. Les calendriers académiques doivent avoir 10 mois et on en a déjà consommé 5 pour ceux qui ont normalement étudié. Il en reste 5. Au bon milieu. Il en reste 5 et nous avons déjà consommé 2 mois et demi environ. Donc, il y a déjà les calendriers qui sont en train d'être entamés. Il va falloir que le ministère travaille sur comment, si on entamait les mois qui sont en train d'être entamés, on va les récupérer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on améliore les calendriers académiques avec possibilité même de changer les calendriers académiques. Parce que quand on va vouloir récupérer les 3 mois, les 4 mois, les 5 mois, on va entamer sur l'année prochaine. Ce qui fait qu'il faut que les calendriers de l'année prochaine soient aussi modifiés. C'est-à-dire qu'il y a possibilité, nous proposons donc aux autorités d'étudier la possibilité des modifications du calendrier académique et l'aménagement de ces derniers pour permettre de récupérer les mois perdus suite au Covid-19. La deuxième proposition, c'est qu'on a 26 provinces et il n'y a que 7 ou 8 qui sont touchées. Et au moment où on discutait, il n'y en avait que 4 ou 5. On a pensé qu'avec la mesure de mise en quarantaine d'autres provinces, vu les temps déjà écoulés, on ne voit pas par où le Covid va parvenir dans notre province non touchée jusque-là, alors que ces provinces sont frontièrement séparées d'autres provinces touchées. Alors, pour ne pas préjudicier tout le monde, on pouvait laisser les provinces non touchées continuer le cours, moyennant le respect de certaines mesures. Les laver les mains, on devait avoir ça dans les milieux universitaires et tout ça, pourvu qu'ils continuent le cours au lieu d'être là, ne rien faire, alors que exactement dans leur province, il n'y a pas de Covid et que la possibilité d'en avoir est réduite du fait que les provinces touchées sont détachées en termes de communication des provinces touchées. Donc nous demandons que l'équipe de riposte et que le ministère étudient la possibilité de reprise de cours dans les provinces non touchées. C'est une possibilité qu'il faut étudier. Si on trouve que les provinces seront touchées, on ne sait pas par quelle magie, bon, c'est bon. Mais si on trouve qu'on est efficace en ayant bloqué les frontières, on peut tout de même, sous réserve du respect de certaines mesures, laisser ces provinces fonctionner, au lieu de le faire connaître les effets de la mesure, alors qu'exactement il n'y a pas le Covid chez eux. La troisième mesure, c'est que, la troisième proposition, je voulais dire, il n'est pas exclu qu'on ait une année blanche. Je rappelle que l'année blanche, c'est une année déclarée telle parce que le programme des cours et les calendriers académiques n'ont pas été en entièreté respectés suite à un événement donné, qui peut être extérieur ou intérieur. Dans les cas sous examen, les Covid-19, je ne suis pas prophète de malheur, si nous prenons une année à dater du jour où il a été pris, nous avons une année bâclée. Parce qu'on ne peut pas vous faire passer une promotion parce que vous avez fait que 5 mois à l'université. Il faut en faire 10, valider vos examens, première session, deuxième session, pour passer. Tant que ce n'est pas fait, qu'on a pris un temps largement passé, il y a possibilité qu'on déclare que cette année n'est pas considérée dans les cursus académiques. Par conséquent, nous devrions la perdre et recommencer à zéro. Alors face à cette menace d'une année blanche qui n'est pas très plausible dans les cas de la RDC, parce que j'ai étudié l'histoire, on n'a jamais déclaré l'année blanche malgré tout ce qu'on a connu dans le passé. Mais quand même de manière préventive. On n'a jamais déclaré l'année blanche? Non, on n'a jamais. On a vécu d'année blanche jamais déclarée. Mais peu importe, c'est une année blanche. on l'a vécu parce que ce n'est pas déclaré, mais dans les faits, c'est l'année blanche. Ouais, donc, mais nous, on essaie de parler de manière. Blanc, quand même. On parle un peu de manière formelle. De manière formelle. Garder les gens au frigo. Ouais. Vous voulez garder les gens au frigo sans qu'ils comprennent et qu'ils vivent ça carrément? Non, c'est juste du formalisme.
l'année blanche n'est pas de fait être vécue. Si elle est vécue de fait, ce n'est pas une année blanche, justement, parce que l'année blanche doit être déclarée par le ministère de l'Enseignement supérieur et tous les partenaires du secteur. Mais il va de soi que si on n'arrive pas, on prendra le courage de dire année blanche. Exactement, c'est ça la projection. Si on arrive par exemple à cette hypothèse, quel sera le sort des étudiants qui ont déjà payé la totalité de Minerval? Mais également, on a quand même déjà étudié la majeure partie des cours. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous ne connaissez pas les conséquences logiques d'une année blanche? C'est une question que vous vous posez ou vous faites semblant? On s'est posé cette question, on a trouvé de solution. C'est pourquoi on le propose aux autorités pour être analysé. Ouais. Et vous proposez quoi dans On ce cas-là? propose que si on arrive à l'année blanche, que ceux qui ont payé la totalité de Minerval se voient être accordés une partie du deuxième semestre restant sur l'année qui va commencer. Donc leur frais académiques en totalité ne va pas tomber. Vous pesez ça de bonne foi ou bien? Non, ce n'est pas de bonne foi. On est dans une logique qui est celle-ci. Je dois étudier 10 mois à l'université pour passer, par exemple, en première licence, et je dois payer pour ce faire $400. J'ai déjà payé mes $400 et je n'ai étudié que 5 mois. L'année déclarée blanche. Ce n'est pas l'école qui a fermé de fait, mais il y a une catastrophe. Toutes affaires cessent, n'est-ce pas? Les affaires ont cessé, l'année déclarée blanche. Moi, j'ai déjà payé la totalité des frais, mais je n'ai pas eu la totalité des matières qu'il fallait pour le frais payé. Et il faut récupérer à l'année qui suivra. L'année qui suive, parce que l'université n'a pas fonctionné pendant les 5 mois, les professeurs ne m'ont pas enseigné pendant les 5 mois, ils n'ont pas intérêt de prendre mon argent des 5 mois. Ils me rétrocèdent ça pour l'année prochaine. Donc, tu avais payé la totalité, tu as eu 5 mois, quand même, tu as ces matières dans ta tête. Ok, l'année prochaine, tu dois payer 200 au lieu des 400. Pour ceux qui ont payé la moitié, ils se verront payer également la moitié restante ou payer l'année. Pour ceux qui n'ont pas encore payé, ça sera partir à zéro. Mais également, il y a possibilité d'emprunter les termes fusion pour faire allusion au système LMD qui est déjà institué dans notre pays, même s'il n'est pas effectif. C'est qu'on paie, comme on a déjà étudié 5 mois, et que le cours qui reste, parce que dans les 5 mois, il faut compter les examens, la session et tout ça, les collations jusqu'au 31 décembre. Il est possible que le 3, 5, 4 cours qui restent pour des promotions puissent se voir être alloués pour l'année prochaine pour ne pas faire perdre les étudiants de l'année académique. C'est-à-dire, la logique serait que ceux qui ont réussi au premier semestre seront déclarés comme des candidats potentiels à la promotion suivante et qui devraient avoir les cours de cette promotion tout en ayant des cours qui sont restés pour valider leur année antérieure. C'est comme ça que ça se passe, par exemple, à des facultés de Lubumbashi telles que Polytechnique, même ici à Kinshasa. Le nombre de cours ne sont pas limités, hein, ça peut aller... Donc, on va réaménager les programmes de cours pour alléger les étudiants. Il y a une partie des cours qui est restée pour l'année passée, pour ne pas perdre l'année académique. On vous permet donc d'avoir une année, entre guillemets, fusionnée. Vous aurez, comme vous avez réussi au premier semestre, vous êtes potentiellement en train de partir en année suivante. On va valider vos enseignements du premier semestre et si vous êtes en G3, vous allez être en L1, mais ayant des cours qui vous restent en G3 pour que vous puissiez avoir le relevé ou les diplômes qui y restent. Donc, on vous accrédite les cours restants pour que vous puissiez le réussir. Si vous échouez, tant pis. Mais c'est une technique qui est très difficile à mettre en œuvre parce que ça a des conséquences. Par exemple, pour ceux qui sont en préparatoire, c'est très difficile de les amener en G1. J'aime bien l'entendre de vous, mais évidemment, c'est des questions qu'on a étudiées. L'Association des étudiants congolais unis veut promouvoir le bien que des étudiants, même si tous les contours ne sont pas forcément pris en compte, mais on vous le conseille, donc on prend le souci. L'autre mesure... Ok, je pense qu'on a fini avec le 3. Oui, parce qu'on l'a bien compris. Effectivement. Oui. La dernière mesure, c'est que... C'était pas 3, c'est 5, non? C'est 4, effectivement. Okay. La dernière mesure, c'était la possibilité des cours en ligne. Je pense que la RDC, nous avons pour objectif de plaider pour la réforme du système éducatif. La numérisation du secteur de l'ESU est impérative au regard de l'évolution de la technologie dans le monde, et même par rapport à la mondialisation de l'espace académique
avec les processus du Bologne, il faut qu'on agence les pas. Donc, en cette période où les étudiants sont à la maison, on pouvait utilement avoir des cours en ligne bien systématisés, parce que j'ai entendu par des rapports de certains étudiants, par exemple à l'UCC, qui suivent des cours en ligne, à l'université Reverend Kim, j'ai été tenu informé de la réunion tenue entre les comités de gestion et les CP. Dernièrement, c'est à l'université Mapan, on m'a rapporté de la réunion tenue hier entre les CG et les CP sur le cours qui se donne en ligne. Même si les contours n'est pas bon, mais les nous cours pensons... qui d'ordinaire se donnent en ligne ou des cours qui circonstanciellement se donnent en ligne? C'est des cours ordinaires, mais parce qu'on ne peut pas se réunir, on va les donner en ligne. Nous proposons que cette hypothèse soit étudiée si on trouve que il y a une menace en termes de temps sur l'année académique. C'est-à-dire que l'État peut faire l'effort d'étudier la possibilité de doter des facultés et des universités des moyens nécessaires pour organiser des cours en ligne. Ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas des cours en ligne. À l'université Mapan, par exemple, ils m'ont dit que les professeurs font des vidéos et les envoient. C'est tout ça, les cours en ligne. Oui, maintenant... Les autres, c'est que j'appelle ça bibliothèque en ligne. Les professeurs vous envoient des PDF sur un site. Et ça, on appelle les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est tout un système. Il y a une manière, il y a la pédagogie universitaire de cours en ligne. Oui, il faut que le professeur soit en mesure de faire comprendre les cours en ligne. Fort de toute cette compréhension. Oui. Mais vous pensez que dans l'urgence face à laquelle le pays est, on pourra répondre à ça, ou vous faites des propositions qui resteraient lettres mortes au moment où on aura dit que les étudiants avaient proposé. Donc, je vous mets à la place de l'État par rapport au point où nous en sommes. Dites-nous à quelles recommandations vous alliez souscrire concrètement. Dans la lettre, nous, en tant qu'ASBEL, on doit proposer aux autorités de solutions qu'on trouve possibles. Et ces 4 résolutions ne sont pas toutes appliquées. On a écrit que le ministère avait des pouvoirs d'appréciation, au pouvoir discrétionnaire qui lui revient de prendre la mesure qui serait adaptée aux moyens de l'État, aux données de l'évolution du Covid-19. Parce qu'il faut vous rendre compte que ces mesures, nous les avons données, on n'a pas des données de l'équipe pour se baser sur où partir et comment. Nous les faisons de manière générale. Nous les transmettons aux autorités. Vous aurez peut-être eu intérêt à avoir suffisamment d'éléments pour que vos projections soient sérieuses, soient scientifiques. Les données, il n'y en a pas. Qui peut nous dire quand est-ce que le Covid-19 s'arrête en RDC? Quand on nous dit ça, on va démarrer. Il n'y a pas de projection possible. Auprès de qui on va demander? La vraie projection, c'est nous dire les Covid-19 s'arrêtent en tel mois. Non, et là, on va vous donner toutes les assurances. La vraie projection, ce n'est pas vous dire ça se termine à tel moment, mais aussi la projection voudrait qu'on vous dise à l'allure où vont les choses, voici la tendance. Et ça, quand même, c'est clairement énoncé. Depuis, le professeur Mouyemba a prévenu qu'on allait atteindre notre pic dans les 2 semaines qui suivraient et que la tendance était haussière. Et depuis, chaque jour, nous sommes en train de vivre ça. On arrive bientôt à 700 cas. Mais c'est sous votre bec, vous voyez, n'est-ce pas? Mais ça, c'est des cas généraux pour lesquels on n'a pas contacté l'équipe. C'est ces considérations qui nous ont quand même amené à prendre ces résolutions. C'est que les données qui sont générales, telles que c'est que le docteur Mouyembe dit, les données qu'on a de l'évolution des cas, tout ça, c'est parmi des choses qui nous ont permis de discuter. Mais les socles, pour prendre par exemple une mesure de modification de calendrier académique, par exemple en ce moment le ministre ne peut pas modifier le calendrier académique. Parce que s'il modifie pensant que le Covid va s'arrêter en juin, il vous dit les cours reprendront en août, et que le Covid ne s'arrêtait pas en juin, ça devient encore des spéculations. C'est pourquoi les propositions sont générales, au regard des données générales qu'on a. Le ministère, autorité compétente, a donc la possibilité d'appréciation. Il peut apprécier qu'au regard des données, les provinces non touchées peuvent reprendre les cours, moyennant que la hiérarchie qui a fermé l'université lui accorde la possibilité. Il peut décider que
certaines universités, au regard des moyens qu'elles peuvent avoir, organisent des cours en ligne, si elles en ont l'efficacité. Donc c'est exactement de palliatives qu'il faut adapter. Ce n'est pas de mesures qu'il faut du coup appliquer comme une formule magique. Je veux bien comprendre que vous qui êtes des étudiants unis, vous envisagez que les uns fassent et que les autres qui n'ont pas de moyens peuvent ne pas le faire. On appelle ça de la discrimination positive. Okay. Au lieu de faire, par exemple, parce qu'il y a même les amis qui ont dit ça, au lieu de laisser les amis en province ne pas étudier. Donc alors ça, que j'ai compris, j'en étais sur des cours en ligne. Sur des cours en ligne. Ouais. Mais effectivement, parce que vous n'avez pas de moyens pour avoir des cours en ligne et qu'eux en ont, pourquoi on peut les interdire? L'UNIKIN a connu de retard. Ceux qui n'ont pas de moyens, on peut les fermer. Ceux qui en ont, on peut faire. On va avoir un calendrier spécifique et des mesures spécifiques pour eux. Combien de fois l'UNIKIN a des retards au regard de toutes les autres universités? J'étais sur le cours en ligne. C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on fasse une sorte d'analogie pour comprendre qu'il est possible, dans la manière de gérer les secteurs, que le patron, qui est le ministère de l'Enseignement supérieur, M. Thomas Lohaka, puisse prendre des mesures spécifiques répondant aux besoins du terrain des universités. Sinon, si on prend des mesures qui sont générales, il y a des universités qui vont aussi échapper parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Voilà, c'est ça votre dernier mot. Merci. Et madame, monsieur, on marque ici un stop à ce stop Covid. À très vite. Merci.